Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour le grand débat du second tour en Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes. 1h10 d'émission en simultané sur France 3 Aquitaine, France 3 Limousin et France 3 Poitou-Charentes avec les trois listes qui s'affronteront dimanche pour le second tour de ces élections régionales. Celle emmenée par Alain Rousset pour le PS, le PRG et désormais Europe Écologie Les Verts puisqu'un accord a été conclu entre les deux tours. Celle emmenée par Virginie Calmels, liste d'union entre les Républicains, l'UDI, le MoDem et CPNT. Enfin, celle emmenée par Jacques Colombier pour le Front National. Bonsoir à tous les trois et merci d'être avec nous. Bonsoir. Qu'est-ce qui vous distingue? Quelle différence dans vos programmes en matière d'emploi, en matière d'agriculture, les circuits courts ou plutôt les grandes coopératives mondialisées? En matière d'éducation, de formation, tous vers le bac ou plutôt l'apprentissage? En matière de transport aussi, qu'est-ce qui vous distingue? Ce sera plutôt le train, la route ou l'avion? Nous parlerons aussi association, culture ce soir. Attention, votre temps de parole sera identique, l'égalité dans le respect des règles imposées par le CSA. Mais avant de nous plonger dans ces questions, dans ces thèmes, permettez-nous une entorse dans nos habitudes. Allez, une petite entorse, une question à chacun sur ces régionales, mais hors région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes. On commence avec vous, Alain Rousset. Est-ce que vous êtes d'accord avec Manuel Valls qui appelle à voter Christian Estrosi en PACA, Xavier Bertrand, Nord-Pas-de-Calais, Picardie et Philippe Richard en Alsace-Lorraine, alors même qu'une liste emmenée par un socialiste se maintient? Oui, tout à fait. Vous avez essayé d'appeler Jean-Pierre Masseret pour le convaincre de se retirer? Non, je n'ai pas pu l'avoir, mais je crois qu'à un moment donné, d'ailleurs, Philippe Richert et Jean-Pierre Masseret, lorsque la découpe, le détourage des régions, c'était Alsace et Lorraine, Jean-Pierre Masseret et Philippe Richert avaient pensé faire une liste commune. Maintenant, je peux comprendre que par rapport à Christian Estrosi notamment, les hommes et les femmes de gauche se posent des questions sur leur proximité, sur la proximité d'Estrosi, sur cette course vers le Front National et les idées du Front National. Mais Manuel Valls n'a pas eu tort. Non, Manuel Valls n'a pas eu tort. Virginie Calmels, Valérie Pécresse et Xavier Bertrand ont-ils eu tort, eux, de refuser les soutiens publics de Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, contrairement à vous hier soir, puisque vous receviez Nicolas Sarkozy à Rochefort? Non, vous savez, moi je suis pour la cohérence, en l'occurrence les soutiens de ma famille politique d'union qui a été faite depuis longtemps. Je les ai reçus tout au long de cette campagne. D'Alain Juppé. Valérie Pécresse a eu tort, Xavier Bertrand a eu tort aussi. Franchement, je ne connais pas leur contexte de campagne, je connais le mien. Moi, j'ai en l'occurrence reçu le soutien de l'ensemble de ma famille politique, de tous les Républicains, que ce soit Nicolas Sarkozy, que ce soit évidemment Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin, Bruno Le Maire, François Fillon, ils sont tous derrière moi parce qu'ils croient en ce renouvellement que je porte, à cette nouvelle génération pour une autre politique. Et puis j'ai eu le soutien, comme vous le savez, du MoDem avec François Bayrou, de Jean-Christophe Lagarde à l'UDI, précisément le vote, pêche, nature et tradition. Donc ils sont tous là. Nicolas Sarkozy hier soir à Rochefort, le vote FN n'est pas immoral. Ça va être compliqué de composer entre la salade et la rhubarbe, ou le séné et la rhubarbe, pour reprendre l'expression. Allié du MoDem, ça va être compliqué. Non, pardon, je crois que rien n'est compliqué. En l'occurrence, tout le monde dit la même chose. Aujourd'hui, faire de la politique, c'est s'adresser à tous les citoyens. Pour moi, c'est des hommes et des femmes de conviction, avec des tripes, avec du cœur, avec un projet. Moi, c'est ça que je porte. Tout le monde est d'accord là-dessus. Qu'il y ait des citoyens qui, à un moment donné, en aient marre, notamment de la vieille politique politicienne, des tambouilles, on va y revenir, et qui se tournent vers le Front National. Et néanmoins, êtes-vous sûr de toutes vos alliances dans la grande région au niveau du MoDem aujourd'hui? Totalement sûr. Il n'y a pas de fédérations qui se sont désistées au Non, mais bien sûr que non. Jean Lassalle sera avec moi jeudi soir. J'ai eu François Bayrou hier. Il a écrit à tous les habitants de sa ville. Il n'y a aucune distorsion par rapport à ça. Pourquoi? Parce qu'on est dans la cohérence d'un projet et d'une équipe qui n'a pas changé. Nous ne changeons rien à nos convictions, à nos engagements. Nous sommes absolument dans la même ligne depuis le début de cette campagne, ce qui n'est pas le cas, comme ça ne vous a pas échappé, du Parti socialiste qui fait des alliances de dernière minute de politique politicienne. Ce n'est pas notre cas. Moi, je pense que le respect, si vous voulez, de ce que nous sommes est ce qu'il y a de plus important. Mais je voudrais revenir sur la colère. On va d'abord donner la parole à Monsieur Colombier pour une question nationale là aussi. Est-ce que vous voteriez pour un candidat qui n'ira pas au bout de son mandat dimanche?
Pourquoi vous me posez cette question? Marine Le Pen ira-t-elle au bout de son mandat si on vote pour elle? Elle l'a dit, oui, c'est ce qu'elle l'a dit. Au bout de son mandat régional. C'est ce qu'elle a dit. Ah bah écoutez, si elle devient présidente de la République, voilà. Eh oui. non mais elle sera bien entendu obligée de céder son mandat. Parce que c'est pas tromper l'électeur. Non mais Vous avez hésité un moment, vous ne voteriez pas a priori pour un candidat qui n'irait pas jusqu'au bout de son mandat. Monsieur, s'il vous plaît, je ne vois pas vis-à-vis de qui vous vouliez parler. Président Hollande a bien arrêté ses mandats quand il est devenu président de la République. François Mitterrand, Jacques Chirac. Enfin, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire là? Vous avez l'air de faire un piège là sur Marine Le Pen en disant, bien sûr, on vote Marine Le Pen. Moi, j'ai pas le soutien d'anciens ministres ou de ministres. Moi, j'ai le soutien des électeurs. Nous sommes presque en 2016. Voilà. La campagne des présidentielles, c'est en 2017. Oui. Ça vous paraît normal d'être candidat à une région et de laisser la région un an après? Tout à fait. Tout à fait. Est-ce que c'est pas une grosse ficelle, celle-là même que vous reprochez aux autres partis? Eh bien, écoutez, la grosse ficelle que vous qualifiez de parti du système. La grosse ficelle, moi je le vois dans les résultats de dimanche soir, qui fait du Front National la confirmation qu'il est le premier parti politique de France. Voilà, écoutez, on s'adresse aux électeurs, c'est la démocratie. Plutôt que de dire des jugements comme ça, bon, très bien, c'est le peuple qui décide. Je pense qu'apparemment, il ne lui en tient pas rigueur, si Marine Le Pen devient présidente de la République, de devoir quitter un mandat régional. Voilà pour ce tour d'horizon. On ne va pas y passer toute la soirée. On revient évidemment dans notre région, mais c'était bien d'avoir votre sentiment sur ce qui s'est joué autour. Retour précisément, vous parliez du peuple, un retour sur les électeurs avec des réflexions d'habitants de cette nouvelle grande région. Vous allez les entendre plus ou moins mobilisés, plus ou moins concernés par ces régionales. On écoute ce reportage de François Privat, Pascal Lépée, Mathieu Desgremont avec Elsa Arnoux. Réflexion d'habitants. Il faut voir, parce qu'on vote pour une nouvelle grande région, mais il y a encore plein d'incertitudes, rien n'est décidé, rien n'est fixé. Donc comment voulez-vous qu'on devine ce qui va se passer? Bordeaux, forcément, c'est la plus grosse ville de la région maintenant. Du coup, ça va aspirer certaines responsabilités et autre chose. Après, ça va déléguer ailleurs et il y aura de la place. Enfin, les mêmes gestions vont être faites par Bordeaux plutôt qu'ailleurs. Ça va déplacer des postes, en fait, ça ne va pas en supprimer, je pense. Ce que je crains avec la nouvelle région, c'est qu'on soit, comme on est rattaché avec l'Aquitaine, et bien que les impôts locaux, notamment, augmentent. C'est une inquiétude, ça. Ça, c'est une inquiétude, oui. Ce que j'en attends, maintenant que c'est fait, qu'ils fassent au mieux pour que toutes les petites régions aient chacune leur mot à dire dans tous les domaines. Bon, à mon âge, pas grand-chose. Hein. Pourquoi il n'y a pas d'âge pour attendre quelque Moi, chose? j'ai 95 ans, ma chère, et je suis encore debout. Et je suis très philosophe. Je m'en fiche pas du tout, mais comme on a de l'expérience, on se rend compte que les places sont bonnes à prendre pour les gens, et puis c'est tout. Ça va pas plus loin. Les places sont-elles bonnes à prendre? Il est question d'habitants oubliés, de territoires oubliés, également d'impôts et puis d'incertitude, Alain Rousset. L'incertitude, plus de 20% des habitants de ce territoire ont plus de 65 ans. C'est un défi. C'est un défi, c'est pour ça que parmi nos priorités, il y a l'accompagnement de ces personnes âgées dans leur autonomie, à domicile, avec une vraie révolution que le numérique et les progrès de la science vont apporter au suivi médical de ces personnes. Il y a des tas de régions où il n'y a même pas de réseau et de haut débit digne de ce nom pour pouvoir être connecté à Internet. C'est un de nos projets, d'ailleurs globalement répartis, que de mettre le très haut débit partout. Je suis allé dans un EHPAD, dans un établissement pour les personnes âgées dépendantes, où on a expérimenté, où on m'a montré ce que le Limousin, c'était à côté de Guéret, faisait pour présenter à des médecins de l'hôpital de Guéret ou de l'hôpital de Limoges quel est l'état de santé de ces personnes. C'est-à-dire on peut les prémédicaliser. Quand elles arrivent à l'hôpital, on les soigne, de telle sorte que les progrès de la science soient apportés dans toutes les parties du territoire. Et il y a des déserts médicaux malgré tout. Vous êtes tous engagés dans vos programmes sur ces questions de déserts médicaux, Virginie Calmels. Oui, absolument. Mais je voudrais revenir sur ce petit reportage parce que je crois qu'il souligne le désespoir des Français et notamment nos habitants dans cette grande région. Moi, si je me suis engagée en politique, c'est parce que je crois en la politique. J'y crois encore. Mais on voit des Français qui n'y croient plus. Je crois qu'on peut faire mieux pour le quotidien des gens. Et je crois que quand ce monsieur dit il y a des places qui sont bonnes à prendre, c'est parce qu'ils en ont marre de cette politique
politicienne du cynisme. Quand je vois que M. Rousset est capable de rémunérer son directeur général des services 2,6 fois plus que le barème légal, c'est-à-dire de donner une rémunération illégale qui va coûter 695 000 euros. Qu'est-ce que ça a à voir avec le problème que rencontre le retraité Ça va avoir que les gens, vous le voyez, ils se tournent d'ailleurs vers le Front National, ils sont en colère. Oui, c'est vous qui vous tournez vers le Front National. Ils sont en colère et moi je partage leur colère. Parce que quand je vois vous mentez, cette madame vieille... Je mens ? Oui. Je mens à propos de quoi, Vous me donnez monsieur le montant du salaire du directeur général de la mairie de Bordeaux? Non, mais je vous parle pas. Je suis pas responsable du salaire. Vous me dites qu'il y a des appartements de fonction. Vous êtes responsable de rien. Excusez-moi, monsieur. Je vous dis que votre directeur général des services est payé 186 000 euros. Il est dans la légalité totale. Ah bon? C'est moi qui mens. Il est dans la légalité totale. Monsieur Rousset, je pense que vous mentez beaucoup. D'accord. Alors, depuis le début de cette campagne, non, mais je voudrais qu'on revienne sur l'éthique. Parce que je crois que c'est essentiel. C'est pour ça que les gens en auront ras-le-bol. C'est pour ça que les gens ne vont pas voter. C'est pour ça que les gens ont voté Front National. Parce que pour le coup, en ce qui me concerne, mon engagement, il est fait de conviction. J'ai envie de mettre mes tripes et mon cœur pour apporter plus de services publics et moins d'impôts. Mais là, en l'occurrence, j'ai la lettre du préfet, monsieur Rousset, qui vous a été envoyée il y a un an. On ne va pas la voir à l'antenne, la lettre du préfet, c'est clair. Mais n'importe qui pourra le vérifier, qui explique que la rémunération est illégale. Sur un mandat, c'est 695 000 euros. Et vous le savez, vous l'avez reçu. Vous l'avez reçu il y a un an, monsieur Rousset. On est parti de la situation de laisser à mon directeur général des services le soin de vous attaquer le cas échéant en diffamation. Absolument. Et cette alors on ne peut pas vérifier tout cela, c'est pas le moment de le faire ici. La question était celle. Je pense qu'on a besoin de remettre un peu de morale. Les personnes isolées. Mais c'est leur argent. Je suis en train de parler de leur argent. Que leur proposez-vous? Pourquoi? Parce que justement, moi, je leur propose de mieux gérer leur argent. Je propose qu'on arrête de laisser filer la dépense. On la laisse filer quand on accepte des rémunérations illégales. On la laisse filer quand... mais arrêtez, j'ai pas d'appartement de fonction. Quand on la laisse filer... Je vous parle des directeurs généraux de la mairie de Bordeaux. En l'occurrence, on est prêt à tout pour on est prêt à tout pour se maintenir au pouvoir, à faire des petits arrangements entre amis, à lâcher la dépense publique. Les gens sont en colère de alors, tout ça. Alors, on vous a compris, Virginie Calmette, attention au temps d'égalité. Ils votent beaucoup. Et c'est pour ça que je propose, s'il vous plaît, la parole est à monsieur Colombier, madame Calmette. S'il vous plaît. Concernant les déserts médicaux, quelles sont vos propositions, monsieur Colombier? Oui, tout d'abord, je dirais quand même que nous dit que les Français en ont marre, en effet, tout cela. Moi, madame Calmette, je crois que les Français en ont marre des deux vieux partis politiques, je le précisais, usés. Et je sais bien que vous débarquez de la planète Mars. Non, je suis une femme d'entreprise. Non, mais arrêtez, madame. Vous parlez de votre famille politique tout à l'heure. Vous êtes dans une famille politique, vous n'assumez ni vos choix, ni votre appartenance aux Républicains. Enfin, c'est quand même extraordinaire. Est-ce que vous répondez là aux questions que l'on pose depuis le début, c'est-à-dire celle de l'isolement de personnes retraitées dans des territoires qui sont mal desservis? Est-ce que vous avez des solutions? Hier, sur votre antenne, ici, France 3 Aquitaine, il y avait un reportage sur le nord des Landes où le dernier médecin généraliste allait prendre sa retraite et cherchait vainement un remplaçant. Qu'est-ce qu'on fait? On propose des aides à l'installation? Madame, laissez-moi dire une phrase. Allez-y. Je vais vous le dire. Il est évident donc qu'il y a un désert médical. Je cherche, et je dis toujours malgré tout, sans m'étendre, quels sont les responsables quand même? Parce que quand j'entends des leçons données par les uns et les autres, c'est quand même extraordinaire. Il y a quand même des responsabilités, et du PS, et des Républicains ou ex-UMP. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je suis pour parce que ça rentre d'abord dans les compétences générales, il faut accentuer. La priorité, c'est de mettre en place des maisons pluridisciplinaires médicalisées. De santé. De santé, bien sûr. C'est aussi pour la formation professionnelle de mettre une priorité, qu'il y ait des formations sur l'aide à domicile, bien entendu. Parce que ça n'existe pas tout ça, hein? Mais ça existe, mais il faut accentuer cela. Je ne sais pas, ça existe. Écoutez, Alain Rousset, vous êtes en retard, ça tombe bien. J'attends bien. Oui, mais attendez, Alain Rousset, ça existe déjà, et vous allez développer ça ou pas? Nous avons augmenté de 10% les promotions d'aides-soignantes qui sont à la charge de la région. Nous allons assister à une évolution des métiers des aides-soignantes qui accompagnent ces personnes âgées, qui vont se rapprocher. Il faut sûrement faire plus. Voilà. Nous allons nous rapprocher des infirmières, dont il va falloir augmenter aussi qui vont se rapprocher des infirmières. Il faut sûrement augmenter les promotions aussi, parce que le rôle de l'infirmière et de l'aide-soignante va être au cœur de l'accompagnement de ces personnes âgées. Mais par définition, l'allongement de la durée de la vie va entraîner un renforcement de ces services publics que les régions
avec les départements, vont porter. Vous parlez les des maisons de services santé. publics, justement. Vous proposez de créer 200 maisons de services publics dans votre programme. Mais ça, ce ne sont pas les maisons de santé. La maison de santé lutte contre, 1, le désert médical, 2, l'isolement du médecin. Ces maisons de santé, on les a inventées en Aquitaine, en Limousin et en Poitou-Charentes. Et nous les avons développées. L'État, d'ailleurs, depuis 4-5 ans, nous accompagne dans ce domaine-là. Il faut les développer, au moins les doubler ou les tripler. Les maisons de service public, c'est autre chose. Oui, mais c'est important. Ça fait partie des préoccupations des personnes qui sont loin des centres urbains. Les maisons de service au public, c'est des maisons qui décodent lorsque la personne âgée a un problème d'accès à sa retraite, d'accès à sa santé, pour ses enfants d'accès à l'école, d'orientation. Et bien entendu, nous allons les développer avec les intercommunalités, avec les départements. D'accord, vous travaillez avec les collectivités locales. Bien sûr, vous voulez renforcer le développement, renforcer l'offre des services publics, Virginie Calmel. Ça veut dire quoi concrètement dans les territoires? Là où il y avait une poste, on fait en sorte que la poste revienne. Là où il y avait une perception, dans le domaine des compétences de la région, moi je mets de l'argent dans les domaines de compétences de la région. Le tout numérique, 100% de la population connectée au numérique, c'est ça la réponse aux problèmes de la ruralité, entre autres. Les routes, c'est très important. Dans le désenclavement, on y en parlera. Les transports, évidemment. Les lycées, la santé. En gros, pour la ruralité, c'est un plan Marshall qu'il nous faut. Mais pour le financer, il faut faire des économies. Et des économies sur le train de vie de la région, je l'ai déjà expliqué. Des économies, ce n'est évidemment pas un plan social. Je veux plutôt un plan moral, comme vous l'avez compris. Pas de plan social, mais une meilleure gestion des personnels qui sont dans un grand mal-être dans cette région. Et puis, là encore, être au plus proche du citoyen. Je suis la seule à avoir fait cette proposition de décentraliser les directions régionales pour qu'elles soient le plus près possible, notamment, pas du tout, Poitiers et Limoges ont déjà des conseils régionaux et vous le savez bien, et nous rajouterons à Pau ou à Bayonne effectivement des directions régionales qui ne feront pas beaucoup d'effectifs, mais qui sont répartis sur l'ensemble du territoire pour être au plus proche du citoyen. On a compris, Madame Calmel, ça vous laisse dubitatif, ça? Renforcement. En fait, c'est vrai que c'est pas très concret. Si, c'est concret, j'ai fait un organigramme. Je ne méprise pas ce genre de questions, mais enfin, c'est de l'intendance, savoir si on décentralise dans telle ou telle ville. Vous dites qu'il ne faut pas laisser les territoires à l'abandon. Madame, vous permettez. J'allais dire, c'est pas une révolution, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Celui qui aura la présidence, celui ou celle qui aura la présidence, aura à s'occuper de ce genre d'affaires. Les gens, c'est pas cela qu'ils attendent. Je pense qu'en effet, pour combattre l'isolement, entre autres dans les zones rurales, c'est vrai, il faut le tout numérique. C'est vrai aussi qu'il faut donc l'aide à la personne. Il faut, en partenariat, je ne sais pas, avec l'État, il faut qu'il y ait en effet un retour des services publics. On va me dire, c'est pas de compétence régionale. Oui, mais enfin, une région a quand même un certain poids. J'allais dire, il faut faire de la pression. Comment financez-vous ces propositions? Madame, avec les dotations de l'État qui baissent. Elle baisse. Alors donc on finance plus rien. Je ne sais pas. Vous faites des choix, vous faites des arbitrages budgétaires. Madame. Sur quoi prenez-vous pour cet argent-là? Alors, madame, on vient sur les économies du budget? Allez, on recommence. Donc, non. Une idée évidente, concrète. Quand vous enlevez les relations internationales, quand vous baissez très fortement la politique de la ville, politique du crédit à l'immigration, quand vous réduisez le train de vie du conseil régional, quand vous arrêtez, nous allons l'aborder tout à l'heure, des subventions à gogo, le saupoudrage, sur des associations qui, à notre sens, ne sont pas d'intérêt général, vous arrivez à faire des économies, vous arrivez donc pour une part à baisser la fiscalité. Vous avez un exemple d'association, par exemple? Nous allons en parler tout à l'heure. Bien, allez, vous décidez de rythmer le débat, on va enchaîner donc, c'est parfait. Voilà, donc je veux dire, c'est une logique. Moi, je ne sors pas des chiffres, je ne jongle pas avec les millions comme certains. Voilà, c'est... très bien, je ne suis pas sûr que ceux qui nous ont entendus sur les questions propres à leur isolement et les retraités qui sont dans des territoires qui ont l'impression d'être oubliés aient tous le 100% numérique, c'est une vraie solution. C'est une solution d'avenir et de désenclavement. Et les maisons de santé, c'est aussi une solution. L'éducation pour tous aussi. Un dernier mot avant de refermer ça. Non, mais vous avez eu le temps. Vous avez eu le temps. Allez, on va parler de faciliter la mobilité raccordée. On est toujours dans le même sujet. Les territoires, par la route, le train, les réseaux, on y est. La région sera en première ligne sur ces questions, vous l'avez dit. Concrètement, comment fait-on? La nouvelle donne, ce sont par exemple les cars que l'on a appelés Macron depuis août 2015. Ils sillonnent nos routes du nord au sud, de l'ouest à l'est, et ils seraient moins chers pour le transport. Reportage de Jean-Claude Dacoste et Bernard Austin. Prendre l'autocar devient une habitude, le préférer au train, un choix.
La plateforme de Bordeaux est en plein développement avec au moins 4 compagnies en concurrence depuis la promulgation de la loi Macron en août 2015. La voiture, d'abord, jamais, parce que de toute façon, je peux pas, là, il n'y a pas de problème. Et puis, le car, c'est moins cher et pour très peu de différence de temps. Cette compagnie propose une 60aine de destinations sur le réseau français, tarifs imbattables, confort suffisant et sécurité à bord des autocars comme les ceintures obligatoires, coupe-circuit électrique et bien sûr l'éthylotest avant démarrage. L'autocar va se rendre à Toulouse, puis Montpellier et enfin Marseille. Les lignes dites Macron trouvent leur point d'ancrage à Bordeaux, véritable plateforme sur un axe nord-sud mais aussi vers l'est de la France. Nous avons cette ligne Paris-Bordeaux-Bayonne qui est une ligne phare du réseau et les 4 autres qui permettent en fait de relier des métropoles régionales entre elles qui sont aujourd'hui difficilement reliables par d'autres moyens de transport, à part la voiture évidemment. La libéralisation du transport interrégional a permis l'implantation d'une start-up parisienne avec notamment le lancement promotionnel d'une ligne Bordeaux-Clermont-Lyon au 1er octobre. Pour venir de Clermont à Bordeaux en train, il faut passer par Paris, donc ça prend 8 heures et ça coûte très cher. Offre concurrentielle, gain de temps sur le train et la start-up envisage de créer 250 emplois, notamment de conducteurs sur l'ensemble du réseau, 10 lignes sur le site français en passant par Bordeaux. Une 3e compagnie est opérationnelle depuis septembre avec 4 lignes au départ de Bordeaux et puis la 4e, une filiale de la SNCF qui se devait de réagir face à la concurrence avec 7 villes desservies. Alors Alain Rousset, comment les TER de la région peuvent-ils faire concurrence à ces bus mis en place par un ministre socialiste ? C'est un vrai problème. Vous étiez contraint, vous ? Non, il y avait un problème de kilomètres. 100 km ou 200 km. Vous auriez accepté qu'il y ait un Bayonne-Paris, mais pas un Bayonne-Bordeaux. Vous avez voté la loi Macron, monsieur le député. Oui, j'ai voté la loi Macron. Non, c'est pour noter. Je trouve qu'il va falloir retravailler, non pas simplement les cars Macron, puisque vous savez que les régions prennent la compétence des départements sur les cars interurbains. Donc il va y avoir une mutualisation, il va y avoir un vrai travail qui va être fait. Est-ce qu'on pourra revenir en arrière là ? On voit que les compagnies se multiplient déjà. Non, mais on ne reviendra pas en arrière. Ce qu'il faut, c'est sauver le développement des TER. Vous savez, il y a une chose que ces cars Macron ne vont pas faire, c'est savoir rentrer en ville sans les embouteillages. L'intérêt des TER... Mais il y a un prix attractif, il y a du Wi-Fi dans les bus, par exemple. L'intérêt des TER, c'est que vous rentrez en ville sans les embouteillages. Les cars, c'est pas pareil. Deuxièmement, il y a du Wi-Fi, il y a tout ce que l'on veut dans les trains. Et même si on a un petit problème de régularité, parfois un gros, sur certaines lignes, c'est quand même beaucoup plus confortable, beaucoup plus sûr que, surtout dans le transport du quotidien, que les cars. En tout cas, vous êtes malgré tout pour l'ouverture à la concurrence du trafic ferroviaire. Donc les cars, c'est une concurrence évidente. Là, on est sur des liaisons... qui sont parfois nationales. C'est pour ça qu'il nous faut aussi développer les TGV en même temps. Alors, oui, on va parler du TGV tout à l'heure. TER, pardon, c'est juste je pour parle comprendre des cars, madame. Je parle des cars, madame. Vous avez dit des liaisons ferroviaires. Vous êtes pour l'ouverture de la concurrence pour les TER aussi ? Je pense qu'il faudra à un moment donné qu'on respecte les lois européennes. Donc c'est en contradiction. Donc vous êtes d'accord avec Virginie Calmels là ? Voilà, vous êtes d'accord avec moi, mais c'est nouveau parce qu'avant le front de gauche. Madame, vous avec l'indignité dont vous avez difficile. fait preuve tout à l'heure en attaquant un de mes collaborateurs et le mensonge que vous avez. On va pas revenir sur ce qui s'est passé tout à l'heure. Une personne qui ne peut pas se défendre. Jamais personne. Jamais le Front National. Jamais le Front National n'a fait ça. Monsieur Rousset, vous êtes décidément, on va pas revenir sur la discussion tout à l'heure. Restons sur les TER, c'est ce qui intéresse les téléspectateurs. Des trains qui n'arrivent pas à l'heure, des trains qui ne sont pas toujours cadencés. Virginie Calmels. Le dénigrement et les insultes, j'en ai eu beaucoup. Virginie Calmels, c'est vous qui avez démarré. Virginie Calmels. On n'est pas dans le bac à sable. Encore ce soir, en me traitant de menteuse. Je n'aime pas être traitée de menteuse. Sur les TER, quelles sont vos propositions, s'il vous plaît ? Les preuves à ce que j'avance. Vous êtes pour une ouverture. Vous êtes pour une ouverture à la concurrence des transports. Sur les transports, je suis d'abord pour une ouverture à la concurrence, effectivement, des TER, parce que nous avons un problème sur les TER, un vieillissement, qui peut venir sur ce marché ? Mais d'autres
opérateurs privés. En Allemagne, par exemple, ça a été fait, moins 20% pour l'usager. Mais là, on a surtout un autre sujet, un sujet de négociation, un sujet de compétence. On ne peut pas dire, tiens, les trains n'arrivent pas à l'heure, mais la SNCF, ce qui est le cas aujourd'hui, ne paye que 124 000 € par an de pénalités sur des budgets qui sont extrêmement importants. Mais je voudrais revenir aussi sur autre chose qui me semble clé. Ça fait partie de mon projet. La mobilité doit être au cœur de notre projet. C'est dans nos compétences, mobilité ferroviaire, mais aussi routière. Moi, je mets de l'argent sur les routes, oui, mais vous nous demandez quelles sont nos différences. Donc de la mise à 2 fois 2 voies, sur plusieurs axes. La 2 fois 2 voies Poitiers-Limoges est essentielle. Vous me demandez mes différences, Monsieur Rousset, mais 0 dans le contrat de plan État-région sur les routes. Moi, je crois, 0. Il y a 100 millions d'euros de l'État. 0 en Aquitaine. Et il y a 100 millions d'euros de l'État sur la rocade. Pardon, vous êtes pour la 2 fois 2 voies, oui, 2 fois 2 voies. Vous avez mis 0 dans la part région, là encore, ne vous déjugez pas. Alors attendez, la part région est à 0. Projets, effectivement, et c'est d'ailleurs le problème, c'est que quand on met la part région à 0, les projets ne se font pas. Ça a été le cas d'ailleurs de la rocade bordelaise qui a pris 5 ans de retard à cause du non-financement par la région. Limoges-Agen, par exemple. Poitiers, Limoges-Agen, contournement d'Oloron. Et Rochefort-Fontenay-le-Comte. Oui, alors ce sera peut-être moins dans les priorités, mais ça fait partie de la liste. Contournement d'Oloron, contournement de Marmande, tout ça est très important. Mais je voudrais redire que pour financer tout ça, moi j'arrête un projet faramineux. Là encore, le fait du prince, Alain Rousset, a décidé tout seul de financer une ligne ferroviaire structurellement déficitaire entre Pau et Canfranc. Moi je l'arrête, ça me permet de récupérer 370 millions d'euros que nous allons pouvoir réinvestir dans le numérique. 260 millions et dans les routes, vous êtes en avance, Virginie Calmette, on a compris. Merci. Jacques Colombier. Votre proposition pour les transports, c'est plus de sécurité notamment ? Oui, mais on parle de concurrence, moi je parle de liberté. Vous êtes pour la concurrence ? Mais je parle simplement de liberté, oui. La concurrence peut être une bonne chose. C'est pas obligatoirement infernal, la concurrence. Moi je crois qu'il faut bien entendu garder nos TER. Parce que c'est vrai, comme le disait... Vous voulez des compagnies étrangères qui viennent... Non, je voudrais savoir, je voudrais comprendre, Monsieur Colombier. Vous voulez des compagnies étrangères qui viennent travailler sur le réseau de votre région. Ce serait étonnant par rapport au reste de votre programme. Non, mais monsieur, vous pouvez parler. J'aimerais très courtoisement vous rappeler que laissez-moi la parole, comme vous venez de la laisser à Madame Calmel, pendant 2 à 3 minutes. Je vous remercie. Je dis, je suis pour la liberté, c'est-à-dire pouvoir emprunter le fer, emprunter le rail, ou emprunter, pourquoi pas, des cars. Je crois que les cars Macron, c'est l'appel d'offres. Actuellement, il y a même, je crois, des voyages à 2 ou 3 euros. Tout ça va se stabiliser, j'allais dire. Moi, je suis quand même, au titre des compétences régionales, pour garder les TER. Alors, évidemment, il faut que les TER partent et arrivent à l'heure. Ça, je crois que c'est un combat et il faudra le mener dans la prochaine mandature. Comment vous obtiendrez ça ? Eh bien, c'est un bras de fer, parce qu'il y a un contrat avec la SNCF. C'est tout. On paye. On paye à un moment, et dans ce cas-là, mais il faudra... Par exemple, ne pas payer un moment, peut-être ? Mais bien sûr, je crois, oui. C'est ce que fait la région aujourd'hui. C'est ce que peut-être a fait la région, en effet, je crois, j'avais lu ça dans la presse, mais voilà. Et, concernant les routes, peut-être ? Alors, écoutez, concernant les routes, n'oubliez pas quand même que les routes, c'est de la compétence du gouvernement. Et du gouvernement. Pardon. Du département. À partir de là... Alors, c'est vrai qu'au titre du contrat État-région, sur des routes importantes, c'est vrai, on cite Limoges, Agen, je crois que tout le monde en est d'accord, c'est une évidence. Il faut peut-être voir aussi, et c'est-à-dire faire pression, ou voir avec le département quand même, à remettre en état quand même un certain nombre de routes, entre autres pour désenclaver des territoires dans des départements qui le sont vraiment. Voilà. Et puis il y a, c'est vrai, un problème de sécurité. Alors bon, ne l'exagérons pas trop, mais on voit quand même de plus en plus de faits divers. C'est vous qui le mettez en avant dans le programme. Oui, mais tout à fait. C'est même un de vos premiers points. Je l'assume, non, c'est une de nos priorités, oui, des 7 priorités. Des agents de sécurité dans les trains, par exemple ? Oui, c'est la création, dans ce cas-là, comme ça existe déjà ailleurs en France, d'une police des transports. Combien d'agents ? Vous avez une idée ? Écoutez, moi j'ai à peu près calculé dans les 150 à 200 agents maximum. Avec quelles prérogatives ? Des armes, par exemple ? Comment ? Avec des armes ? Je ne sais pas. Vous me demandez le détail du sous-détail. Non, mais pourquoi pas ? Vous me direz, autrement, votre programme n'est pas sérieux. Non, mais écoutez, moi déjà, ayons la volonté de créer une police régionale des transports, ça réglera déjà beaucoup de problèmes en accord ou en partenariat avec la SNCF. Alain Rousset, voilà. Vous avez un peu de retard sur le temps au chronomètre. Vous réagissez comment ? Cette police, elle est nécessaire pour vous ou c'est... Une police de la SNCF, il faut négocier avec la SNCF pour qu'elle soit renforcée. J'ai déjà fait plusieurs réunions pour voir un peu quelle était la sécurisation des gares, la sécurisation des trains. On a un problème aujourd'hui, il y a des caméras dans les trains qu'on a achetés, dans les 46 trains neufs que l'on a achetés. Mais elles sont pas connectées. Voilà, elles sont pas connectées, donc elles servent à rien.
comme d'ailleurs dans les TGV, comme dans les autres trains, donc il faut qu'on travaille. C'est un problème effectivement de personnel et de renforcement. Je dis un mot sur les routes, il faut effectivement que sur les grandes voies, notamment le Limoges-Bordeaux, le Poitiers-Limoges. Donc vous décidez de financer les routes si vous êtes élu ? Mais c'est déjà inscrit dans les contrats de plan de Limoges et de Poitiers. Oui, c'est déjà inscrit. C'est déjà inscrit. Alors, mais en même temps, moi je ne serais pas ici à distribuer des millions. Vous savez, il y a une émission de télé, là, je distribue des millions. Qui veut gagner des millions? Je ne fais pas comme ça. On va peut-être proposer des choses très précises. Oui, mais j'ai une question à vous proposer sur les transports. Avant de parler de transports scolaires, la semaine dernière avec Olivier d'Artigol, qui n'est plus qualifié pour le second tour, puisqu'il n'a pas dépassé la barre des 5%, il a dit ici à ce micro, le train gratuit pour les moins de 26 ans, c'était sa proposition et vous sembliez acquiescer. Je crois qu'il y a aujourd'hui des tarifs extrêmement attractifs pour les étudiants, pour aller vers la gratuité des transports. Tout va dépendre des ressources de la région. Si nous sommes, comme nous le sommes aujourd'hui, une région très dynamique, il y aura des rentrées fiscales qui nous permettront, pour les apprentis, pour les stagiaires de la formation professionnelle, pour certaines personnes âgées. Pour les étudiants aussi, quand ils auront à se déplacer. Mais on ira effectivement vers la gratuité. Est-ce que c'est une mesure, Virginie Calmels, qui vous paraît finançable ? Non, mais surtout, moi, c'est un problème. D'abord, c'est pas un problème de financement, là. C'est un problème là encore, d'éthique. Je crois qu'il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Leur dire que les transports sont gratuits, c'est de la déresponsabilisation. Jusqu'à 26 ans. C'est exactement. Oui, mais je suis pour un pass jeune. Ça, c'est autre chose. Un autre accès pour les jeunes est de faciliter la vie des jeunes dans cette grande région, culturelle et ainsi de suite. Mais on y rajoute beaucoup de services publics. Mais je suis contre la gratuité parce que pour moi, elle s'apparente au même raisonnement que la loi que M. Rousset a votée, la loi Touraine, avec le tiers payant généralisé. Je pense qu'on déresponsabilise les gens dans ce pays. Je pense que c'est grave. Et je pense que derrière, une fois encore, qui paye l'addition ? Ce sont les gens au travers de leurs impôts. Et donc, prétendre que c'est gratuit, c'est faux. Là encore, l'argent public, vous le dépensez tous les jours allègrement, M. Rousset. Vous en vivez depuis 37 ans. 2,8 milliards par an de budget. C'est l'argent des citoyens. C'est donc non pour les transports de moins de 26 ans. C'est non sur la gratuité. Les transports... En revanche, il faut évidemment mettre des moyens supplémentaires dans les transports, ce que nous faisons en mettant 110 millions. Et sur les TER, nous mettons 80 millions. Je reviens sur la sécurité parce que ça fait aussi partie de notre projet. Vidéosurveillance, c'est pas juste de mettre des caméras, c'est de mettre des gens derrière les caméras qui sont en mesure d'intervenir et de prévenir. Oui, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui, M. Rousset. Et donc, c'est pour ça que notre projet porte cette nouveauté, ainsi que les portiques, quand c'est possible, dans les gares. On continue sur la gratuité des transports, Jacques Colombier. Transport scolaire gratuit en 2017 pour tout le monde, parce que c'est gratuit dans le département des Landes. On harmonise dans ce sens-là pour toute la région en 2017, quand la compétence revient à la région ? Non. Bon, je ne suis pas, en effet, particulièrement pour la gratuité par principe. Un échelonnement en fonction des revenus ? Non, mais qu'il y ait des tarifs évidemment préférentiels pour les jeunes, pour les personnes en recherche d'emploi. Bien évidemment, dans des cas, j'allais dire, de pauvreté, dans des cas de précarité sociale, là oui. Mais autrement, je pense qu'il ne faut pas que les choses deviennent gratuites. Je ne sais pas quelle est la part du voyageur dans la part du ticket de train. Vous le savez ? C'est très faible. 30%. Alors j'allais dire, c'est bien, si nous sommes très riches, si nous avons en effet des millions à dépenser, en plus, ok. Mais là, ce ne sera pas le cas. Donc je pense qu'il faut raison garder, et à part dans des cas très, très précis, là, ok pour la gratuité, pour le reste, il faut des tarifs préférentiels, mais s'arrêter là. Monsieur Rousset, un mot sur la taxe intérieure sur les produits pétroliers, la TIPP. Ça paraît très infime. On a parlé d'impôts tout à l'heure. C'est une des préoccupations de beaucoup d'électeurs. Les Picto-Charentais ne paient pas cette TIPP. Est-ce que ce sera harmonisé pour tous de la même manière ? Ils en payent une partie, la deuxième partie. Mais on regarde ce qui se passe en Aquitaine et en Limousin, c'est pas tout à fait le même niveau. La deuxième partie, c'est-à-dire quelques dixièmes de centimes. Est-ce qu'on harmonise et du coup tout le monde paie et on revient ? Je pense qu'il faut harmoniser effectivement pour pouvoir renforcer la modernisation des transports
dans Jacques notre Colombier, on harmonise aussi, mais dans un sens où on élève l'impôt. Bien sûr, non mais Alain Rousset, je ne sais pas si vous vous souvenez, nous avons été le seul groupe politique à voter contre cette augmentation, puisque vous, la part régionale donc, de la TIPP, vous l'aviez mis au taquet, c'est-à-dire au plus haut. Bon, vous savez que c'est des centièmes, c'est des centièmes d'euros. Oui, non mais... Donc ça veut dire que vous vous la savez, baissez, les finalement petits ruisselets font des rivières, et les rivières font des fleuves souvent. Et derrière, il y a des dépenses à assumer. Bien sûr. Alain Bon, Rousset, vous êtes en retard. Je pense on est bien d'accord. Ségolène Royal ou pas Ségolène Royal, je pense qu'il faut être au minima Donc de vous êtes cela. d'accord. Bien sûr. Voilà. Juste un mot, Virginie Calmel, vous avez de l'avance, attention. Oui, mais juste un mot sur l'impôt. Nous le baissons de 174 millions. Au minimum, on supprime les taxes sur les cartes grises, sur le permis de conduire, pardon. Les cartes grises à minima et la TICPE. On prend effectivement l'exemple de Poitou-Charentes, qui est mieux, pardon, la taxe sur les produits pétroliers, mais vous venez de le dire, qui est effectivement mieux, disons, pour les citoyens, qui est bien plus avantageux que le régime de l'Aquitaine, qui en impôt est très élevé. Alain Rousset, nous avons été aussi le seul groupe à voter contre. Nous l'avions demandé, la gratuité, entre autres pour les jeunes, puisque sur le permis de conduire... Alain Rousset, laissez répondre Alain Rousset sur cette question des taxes. La région a perdu la plupart de ses impôts, puisque nous dépendons plus des dotations de l'État que les autres collectivités. Il nous reste le successeur de la taxe professionnelle, qui est un impôt national à taux national, et je trouve que c'est bien parce que ça évite les concurrences entre les territoires. Et je pense que c'est là où ça nous incite à faire du développement économique, parce qu'on a un vrai retour sur investissement. Il nous reste cette taxe sur les produits pétroliers, qui est, lorsque vous faites un barème qu'on ne voit même pas dans l'épaisseur du trait. Donc pour les gens qui la payent. Je pense, même pour les gens qui la payent, je pense qu'il faut la maintenir, parce que derrière, moi je suis responsable, je ne vais pas présenter un budget où je dis à la fois je baisse des impôts et je distribue des millions, comme le fait Mme Calmels. Mais j'explique où je fais des économies. Je vous ai montré que vos économies étaient impossibles, parce que vous vous trompiez. 370 millions de pots en France, c'est impossible. 300 millions sur le train de vie de la région, c'est possible. Parce que vous vous trompiez. Non, c'est pas possible. Mais si, mais je vous expliquerai. Laissez répondre M. Rousset, s'il vous plaît. Le train de vie de la région, madame, c'est 0,05%. Vous avez en plus, vous êtes allé, vous avez même poussé le culot et l'aplomb à parler du nombre de véhicules de la région. 144, hier. Hier. Vous savez combien il y en a à la mairie de Bordeaux ? Oh, mais monsieur Rousset, je ne suis pas maire de Bordeaux. Mais vous êtes responsable de rien, madame. J'ai 18 mois de politique derrière moi. Il y en a 800, moi, je regarde l'avenir, plus d'1 million. Eh bien, regardez l'avenir à la mairie de Bordeaux. Ne soyez pas à ce point faux frère à la mairie de Bordeaux. Mais ça n'a rien à voir. Arrêtez de comparer des collectivités. Alain Rousset, dernier, il nous reste une minute pour aborder cette thématique des transports. Une question qui vous est adressée. Dans mon périmètre, j'ai baissé de 26% mes dépenses de fonctionnement. Dans mon périmètre, on va pas s'éterniser sur le débat. 800 voitures à la mairie de Bordeaux, 144 à la région. Alain Rousset, on a compris les chiffres. On ne s'éternise pas sur un mot que vous avez prononcé tout à l'heure. On en a déjà parlé sur la LGV. Mais depuis lundi, on a beaucoup parlé de cette proposition, de ce revirement, c'est comme ça que certains l'ont qualifié, en ce qui vous concerne. Et on en parle dans le Limousin comme on en parle au Pays Basque, côté espagnol. On se dit quoi ? Il n'y aura plus de LGV, de Dax à la frontière, c'est ça que vous nous avez dit. Vous avez un peu le mot revirement. J'ai simplement dit, et je le dis, je pourrais vous montrer des lettres que j'ai co-signées d'ailleurs, avec Alain Juppé, qui datent de plusieurs mois. Le modèle de financement tel qu'il est aujourd'hui n'est plus soutenable. Avec la baisse des dotations, avec la crise, le montant n'est plus soutenable. Je le dis, j'ai fait des propositions qui ne sont pas du tout infirmées, j'en ai reparlé avec le président de la République, sur le grand emprunt, parce que c'est un investissement d'un siècle. D'accord, mais vous dites sur les crédits de l'Europe. Je n'ai pas changé, en fait, nous ne mettrons pas 1 euro de la région. Je peux pas être à ce point égoïste. Il va y avoir 10 millions de voyageurs supplémentaires sur la LGV à partir de Bordeaux. Et on va dire aux Toulousains, 4e ville de France, vous n'en avez pas droit. Vous n'y avez pas droit. On va dire aux Espagnols, on vous tourne le dos. C'est ça être responsable politique ? Non, c'est pas mon genre. Donc je maintiens ma défense
du rôle de la ligne à grande vitesse. Un mot, Virginie Calmel, si on passe à un autre chapitre. Sur la LGV, je crois que tout le monde a compris que la volonté de se maintenir en poste fait que M. Rousset renie ses convictions, fait des arbitrages. Ça fait 3 jours qu'il nous dit on finance plus, on continue. Moi, je ne comprends plus la position de M. Rousset, mais la mienne, en revanche, c'est de respecter plus que M. Rousset n'est en train de le faire, les problèmes environnementaux. Moi, je m'en suis émue. D'ailleurs, Alain Juppé m'a donné raison et s'est rallié à mon avis. C'est que les problèmes environnementaux comme les problèmes financiers ne sont pas réglés sur l'axe Bordeaux-Toulouse et sur l'axe Bordeaux-Dax. Ce qui fait que, pour moi, ce n'est même plus le sujet aujourd'hui d'en parler, étant donné que ça ne verra pas le jour avant très longtemps. En revanche, sur la Poitiers-Limoges, je l'ai dit, je considère que ça reste, pour le désenclavement du Limousin, une priorité. Et il y a une déclaration d'utilité publique positive, alors qu'ici, on a bien vu que pour des raisons électoralistes, on a rayé d'un trait de plume une enquête d'utilité publique en octobre, à quelques semaine de l'échéance régionale. Jacques Colombier, concernant la ligne à grande vitesse. Et moi, je trouve assez incohérent la position de mes 2 concurrents. Alain Rousset nous dit oui, je suis pour le principe de la LGV, il le faut, tout ça, très bien. En revanche, il vous dit, bah oui, mais, je veux dire, pour complaire, entre autres, à ses alliés écologistes, ah oui, mais de toute façon, il n'y a pas le financement actuel, il faudra notre financement. Bon, tant qu'on n'a pas de financement, c'est pas la peine de dire qu'on est pour ou contre, parce que je veux dire, dans 5 ou 6 ans, on continuera à parler de ce dossier, il ne sera pas sur les rails. Vous, Madame Calmel, si j'en crois Madame Calmels, si j'en crois la presse, vous avez été pour, vous avez suivi Alain Juppé, vous étiez pour la LGV il y a encore un mois et demi. Non, et puis un beau jour, on va pas refaire le débat sur la LGV, attention. Non, mais permettez-moi quand même de... On va changer de thème. Non. Et puis après, quand on a vu en effet... C'est même Alain Juppé qui s'est rallié à mon avis. S'il vous plaît. Sur les problèmes environnementaux. On va clore ce chapitre sur la ligne à grande vitesse. Il a dit aux journalistes. On va maintenant parler d'emploi. Moi, je ne veux pas arrêter, je ne vais pas terminer sur la LGV, je suis désolé. Non, écoutez, vous êtes au service public. Non, mais j'aimerais qu'il y ait une égalité. Oui, il y a une égalité parfaite, M. Colombier, c'est pour ça que vous avez la parole. Alors, je veux bien y aller, mais si vous ne coupez pas. Je vous remercie. Donc moi, je pense qu'en effet, dès le début, j'étais le seul candidat clair disant que la LGV, c'était irresponsable actuellement, parce que, d'abord, il n'y avait pas de financement. Deuxièmement, ça faisait une saignée, en effet, environnementale très importante pour le sud de la Gironde et pour les vignobles. Troisièmement, il est évident que dépenser 10 milliards ou 9 milliards 8 d'euros pour gagner quelques minutes, entre autres, vis-à-vis de Toulouse, et après sur la frontière espagnole, ce n'est pas responsable. Très bien, merci. Votre position est claire. On va maintenant passer à l'emploi, à la jeunesse, au lycée, aux universités. On part d'abord en Poitou-Charentes, où les étudiants et les équipes enseignantes de l'université de Poitiers avaient depuis 2 ans pris l'habitude de travailler avec Limoges, mais aussi avec Tours et Orléans, qui ne sont pas dans le périmètre de la nouvelle région. À l'heure de la fusion avec l'Aquitaine, donc elle se pose beaucoup de questions. Un reportage de Marie-Noël Missud et Marine Nadal. Poitiers-La Rochelle, Orléans-Tours, Limoges, 3 universités unies officiellement depuis 2014. À L3, elles forment la communauté d'universités, la commu Léonard de Vinci. Or, avec le redécoupage des régions, dans quelques mois, les villes de Poitiers et Limoges seront désormais associées avec Bordeaux et non Orléans. Le président de l'université de la région Centre n'est pas du tout inquiet de ces différences de cartes. On va renforcer cette coordination de lisibilité plutôt que de se mettre en compétition pour l'offre nationale. Indépendamment du territoire de région. Ça aurait été la même région, ça aurait été mieux. Mais ce n'est pas la même région, on fait avec. À Poitiers, l'heure est aussi à l'optimisme. Historiquement, cette université s'est pourtant développée en tournant le dos à Bordeaux. Mais tout le monde est prêt à faire des efforts. Aujourd'hui, nos relations entre nos laboratoires de recherche et les laboratoires de recherche des universités de Bordeaux sont des relations très faibles. Et donc, mon objectif, c'est de dire, travaillons, si cela a du sens, dans le domaine de l'imagerie, dans le domaine de la santé, dans le domaine des sciences humaines et sociales, pour conforter de nouveaux partenariats avec nos collègues de Bordeaux. Reste le problème du budget. La région joue un rôle très important dans le financement de l'enseignement supérieur. Les présidents de la commu, Léonard de Vinci, ont interpellé les candidats régionaux et proposé des solutions pour poursuivre ces financements. Premièrement, nous souhaitons qu'un certain nombre d'actions portées par les universités soient financées de façon pluriannuelle, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'interrogation et d'inquiétude malsaine. Ce sont les formations en apprentissage, ce sont nos allocations de recherche. Et puis, oui, il est normal que les futurs élus, quels qu'ils soient, qui vont être porteurs d'orientation politique, financent sur des appels à projets.
L'année 2016 sera une année de transition et de discussion pour trouver le bon équilibre entre toutes ces universités. Alors Alain Roussin, en matière d'éducation, dans votre profession de foi, il est question d'une ligne gratuite et directe d'aide aux devoirs. De quoi s'agit-il ? C'est une expérience québécoise qui a divisé par 2 le nombre de jeunes qui sont en échec scolaire. C'est-à-dire que ce sont des cours par téléphone ? C'est une plateforme, elle marche d'ailleurs. C'est une plateforme, il y a un succès sur les réseaux sociaux assez extraordinaire. C'est un peu l'aide aux devoirs que les communes ont faite. Et qui est au bout du fil ? Des étudiants de master qui répondent en maths, qui répondent en physique, en histoire, en français, de telle sorte que là où les familles ne peuvent pas accompagner leurs enfants, il y ait des enseignants ou des futurs enseignants qui soient capables de les ramener à la connaissance, au cœur de la classe. Ils seront rémunérés, je suppose, par qui ? Ils sont rémunérés par la région. D'accord. Ils sont rémunérés par la région. Et moi, je l'avais mis en place quand je suis devenu maire de Pessac. Le Québec a divisé par deux l'échec scolaire. Il faut savoir qu'à 14 ans, la précarité peut commencer. Et que si on ne s'attaque pas, si on ne prévient pas cet échec scolaire, nous retrouvons les jeunes dans les missions locales, cassés souvent, avec des problèmes de santé. Il faudra aussi que nous renforcions la lutte contre l'échec en premier cycle universitaire, où 50% des jeunes aussi se cassent la figure. Là aussi, il faut du tutorat, et il faudra qu'on travaille avec les universités, comme on a commencé à le faire d'ailleurs, pour améliorer cela. J'ai demandé à Jean-Louis Nambrini, d'ailleurs, l'ancien recteur de Bordeaux, de travailler à cette réflexion, ainsi que Gérard Blanchard, qui est le président de l'université de La Rochelle. Qu'est-ce que vous pensez de cette expérience d'université qui est tournée vers Orléans, vers Tours, et qui se pose des questions sur son avenir ? Ce que va-t-il faire avec Bordeaux, toujours Bordeaux, et encore Bordeaux, qui va être au centre de cette grande région ? Non, parce que justement, je crois qu'il faut, de ce point de vue-là, être pragmatique. Ça fonctionne très bien. C'est pas parce qu'ils sont tournés vers le centre et le Val-de-Loire qu'il faut casser cette dynamique. C'est une dynamique qui transcende les problèmes administratifs d'une grande région. Il y a 6 universités dans cette grande région, et il y en a une qui va être très importante à Bordeaux. Elles ont de quoi s'inquiéter ou pas ? Ah non, sûrement pas, parce qu'en tout cas pas avec moi, parce que je veux garder les spécificités de ces universités, et quelque part, vous savez qu'il y a l'autonomie des universités, c'est une bonne chose. Je veux aussi rapprocher les universités des entreprises. Et puis, dernier sujet, nous, on met davantage d'argent encore dans l'enseignement supérieur et la recherche, plus 61 millions sur l'ensemble de la mandature. C'est une façon, là encore, de faire davantage de services publics. Les lycées aussi, c'est très important. Vous parlez de lycée de la seconde chance. De quoi s'agit-il ? Parce qu'il faut, là encore, permettre une meilleure orientation. On a un problème d'échec scolaire. Dans chaque département, et c'est une capacité à donner une chance supplémentaire. Autre sujet, les bourses au mérite, qui ont été quasiment divisées par 2 par le Parti socialiste, qui me fait mal, parce que je crois qu'il faut... C'est quoi la bourse au mérite ? Les bourses au mérite, monsieur, c'est pour que tous les gens... Vous savez, moi, j'ai fait une classe préparatoire il y a 25 ans. J'avais des fils d'ouvriers dans ma classe préparatoire. À cause de cet égalitarisme socialiste, on casse le système, et les bourses au mérite ont failli être supprimées. Finalement, elles ont été divisées par 2. Nous viendrons renforcer les bourses au mérite régionaux. Et juste pour les lycées, je voudrais dire que nous voulons aussi lutter contre la précarité dans les lycées des personnels. Et M. Rousset a essayé la précarité des personnels dans les lycées, c'est-à-dire que vous les augmentez, qui dépendent de la région. Je parle de ce qu'on appelle l'ITOS. Oui. Voilà, vous les augmentez alors que vous on vouliez... lutte contre la précarité, c'est-à-dire qu'on arrête ces contrats qui prennent fin juste l'été. Qui travaillent à la cantine, par exemple. Exactement. Et nous, c'est faux. Si, ils ont été supprimés, 400. Regardez 400, bien, madame. Regardez bien avec Par contre, on remplace les personnes qui partent en maladie. Syndicales, si je puis donc finir mon propos. Sur les lycées, évidemment, il n'y a aucune diminution d'effectifs, contrairement au fameux, à la caricature du plan social que M. Rousset a voulu faire croire Jacques au personnel de la région. On aide comment à l'emploi ? On aide comment les jeunes ? L'apprentissage, c'est votre tasse de thé, si je peux me permettre ? Oui, apprentissage et formation professionnelle. Je crois que ce sont les... Est-ce que le bac, est-ce que le bac, c'est une fin en soi pour tout étudiant aujourd'hui ? Non, surtout avec la valeur du bac aujourd'hui. Que ça soit la droite ou la gauche depuis 25, 30 ans, à monter le bac, l'objectif étant, je me souviens quand je suis arrivé à la région, c'était de mettre 80-90% d'une classe d'âge au bac. C'est très beau, mais le bac maintenant ne vaut plus grand-chose, si ce n'est un ticket d'entrée pour aller à l'université, c'est tout. Non, moi je pense que pour
combattre le chômage et soutenir l'emploi des jeunes, entre autres, il y a la formation professionnelle, c'est-à-dire des débouchés. Il faut donc, je le répète, réorienter de fond en comble la formation professionnelle de façon à ce qu'elle soit en adéquation avec le besoin des entreprises. Oui, il faut aider les entreprises. Car c'est l'entreprise qui sont les entreprises qui créent les emplois et non pas les emplois aidés à la socialiste ou associatifs. Alors, pour cela, il faut peut-être prendre le problème à bras-le-corps et commencer à faire une grande table ronde régionale avec la Chambre d'industrie de commerce, la Chambre des métiers, les filières professionnelles, les chambres consulaires, se mettre autour de la table et leur dire quels sont vos besoins. Quels sont vos besoins pour offrir des emplois pérennes, des véritables emplois. Et à partir de là, on réoriente cette formation professionnelle. Et puis l'apprentissage, là, c'est encore plus tourné vers les jeunes. Moi, je pense, mais ce n'est pas de la compétence de la région, nous pensons évidemment que le choix devrait être fait pour les jeunes de pouvoir commencer le pré-apprentissage dès 14 ans et ne pas obliger souvent les jeunes à aller, comme vous le savez, jusqu'à 16 ans en scolarité, mais c'est un choix. Et puis, évidemment, mettre, si je puis dire, le paquet sur l'apprentissage, car il y a des filières entières qui demandent des apprentis. Peut-être qu'il y aurait une piste qu'il faudrait étudier, c'est que vous le savez, quand on a un apprenti de la première année qui ne connaît pas grand-chose, vous me direz, il est là pour apprendre auprès d'un maître ou d'un artisan, cela coûte quand même, je crois, dans les 400 ou 500 euros par mois à cet artisan. Là, il y aurait peut-être une piste à voir. Ça veut dire que la région pourrait venir abonder, soutenir l'artisan. Aider l'artisan, parce que c'est aider malgré tout. Alors vous n'inventez rien a priori parce que ça se passe. Non, le député Rousset a voté contre. Non, excusez-moi, on va arrêter de dire n'importe quoi. Les aides aux entreprises de plus de 11 salariés ont été réduites à 0 par le gouvernement socialiste et M. Rousset, député, a voté. Vous êtes en avance, M. Rousset, vous répondez. L'apprentissage est aussi un sujet majeur chez moi et je partage ce que M. Colombier vient de dire en la matière. Le problème en France de l'apprentissage est plus un problème culturel qu'un problème financier. En Allemagne, 25% des entreprises prennent des apprentis, sans aucun accompagnement. On a minimisé sans le aucun travail accompagnement. manuel. Deuxièmement, et je pense qu'il y a cette relation au travail manuel. Deuxièmement, nous avons sauvé, les régions de France ont sauvé effectivement l'aide aux artisans. C'est 70% des entreprises. Le troisième point, c'est que nous avons mis en place avec les chambres des métiers et les chambres de commerce le système à l'allemande, des développeurs d'apprentis, et chaque fois qu'on aide une entreprise... Alors, est-ce que ça porte ses fruits, Alain Rousset? Parce qu'on a l'impression que le chômage continue à progresser. C'est pas qu'une impression, ce sont les chiffres. Si je peux pas terminer... Allez-y, mais on attend aussi les fruits de tout ça. Aujourd'hui, on a augmenté de 17% le nombre des contrats d'apprentissage avec ce système. Non, mais 12% en BTP, ça a 12% avec le BTP. Le BTP, c'est vrai, parce qu'il y a des problèmes de marché. Et la loi Allure que vous avez votée. La loi Allure est supprimée. Mais la loi Allure a eu des conséquences désastreuses sur l'emploi. Vous ne pouvez pas prendre des apprentis si vous n'avez pas de marché. Mais je pense qu'il y a un vrai problème culturel. L'apprentissage s'est beaucoup développé, les présidents d'université l'évoquaient, dans les universités aussi, ce qui est très important pour amener des élèves à la réussite professionnelle. Et nous avons créé en Aquitaine, à côté du premier exemple d'usine du futur qu'il y a 10 ans, nous avons fait à côté de Pau, avec Turboméca, nous avons créé un centre de formation par apprentissage, de l'ingénieur au compagnon. Et enfin, je crois que ce qu'il faut que nous arrivions à faire, parce que c'est peut-être l'aspect le plus fondamental, c'est que nous venons d'avoir la responsabilité de l'orientation, il y a 1 an, mettre en place un service public de l'orientation de telle sorte que nous développions de l'appétence pour tous ces métiers manuels, qui sont en fait des métiers autant manuels qu'intellectuels. Oui, vous êtes à peu près d'accord sur ce schéma. Virginie Calmel, vous êtes en avance. On va pas... C'est la réglementation qui n'est pas bonne quand un apprenti coiffeur n'a pas le droit de manipuler des ciseaux. Donc nous sommes pour une simplification et un abaissement de toutes ces normes, contraintes et réglementations qui prolifèrent trop dans l'administration. Alors, on glisse doucement, parce qu'on était au lycée, on glisse doucement, si vous le permettez, vers les cantines scolaires, et on va parler un peu agriculture. Les cantines scolaires, c'est la région qui va devoir gérer ces services. Plus 270 lycées concernés chez nous. Jacques Colombier avec le FN, ce sera préférence pour les produits locaux dans les cantines. Oui, alors on va me dire on commence à le faire. Bien sûr, et des menus laïques pour tous? Bien sûr. Bien sûr, ça veut dire... Oui, on ne va pas faire des menus confessionnels pour les uns, pour les autres, absolument.
Oui, c'est évident. C'est une proposition, une fois de plus, de bon sens. Mais il y a le Code des marchés publics qui pose des difficultés sur ça. Comment on le contourne? Oui, mais au mois de juillet 2015, il y a quelque temps, au Conseil des ministres, a été évoquée une future loi de réforme des marchés publics, entre autres qui obligerait à l'allotissement, c'est-à-dire allotir par... poser des critères, par exemple. Et poser des critères sociétales, environnementales, sociales, de façon à ce que les petites entreprises ou moyennes entreprises puissent avoir accès au marché public. Entre autres, que leur chiffre d'affaires ne dépasse Donc c'est possible. Pas 2 fois. Vous nous dites c'est possible. La préférence régionale, c'est possible. Voilà. Oui, mais, et comment fait-on pour les mangues, pour les fruits exotiques et pour les... Comment fait-on? Ça va sans doute être possible. Mais même si ce n'est pas possible, il est tout à fait normal que je puisse, dans un programme, dire, voilà, si je suis à la tête de la région, il faudra que ça soit comme ça. Pour les cantines, c'est du bon sens. Nous sommes la première région agricole d'Europe, nous dit-on. Du moins de France, c'est sûr. À partir de là, avec des productions de qualité, la limousine, la basadaise, la blonde d'Aquitaine. Est-ce que ça veut dire que ça sera plus cher, le repas pour les familles? Eh bien, si c'est plus cher, ce sera un petit peu plus cher. Ah, vous allez me dire combien ça va coûter, combien vous avez prévu. Bon, non, mais comprenez. On pourra aller jusque-là. Mais on pourra aller jusque-là. Oui. Mais ça sera peut-être plus cher. On a compris, préférence régionale. Moi, je ne suis pas une comptable comme ma voisine qui parle que... Mais Virginie Calmel, ce n'est pas très éloigné de votre position sur l'approvisionnement des cantines. Parce que vous aussi, ce sont des produits à combien? Alors, nous disons 80, non pardon, nous disons dans notre projet 80% de produits régionaux et 30% de produits bio. Simplement pour répondre à Monsieur Colombier, moi je crois que quand on brigue la présidence d'une aussi grande région, il faut aussi savoir compter et que pour moi c'est respecter les citoyens et les auditeurs que de leur expliquer et d'avoir cette pédagogie de ne pas les prendre pour des imbéciles. Ils comprennent très bien les chiffres et ils savent faire des additions et ils le voient. Un mot sur les menus en cantine scolaire. Un mot sur les menus en cantine scolaire, produits locaux. Il faut privilégier les circuits courts plutôt que d'autres services. Alors, attendez. Oui, mais c'est facile à dire. Dans une région où il y a de la... Oui, Alain Rousset. C'est ça le principe. Hein. D'abord, ce sont les intendants ou les gestionnaires qui font leur marché. Donc il faut qu'on assouplisse ces marchés. Il y a une réforme qui est en cours. Voilà. C'est eux qui ont la responsabilité pénale. Nous, il faut qu'on fasse 2 choses. Faire circuler les bonnes pratiques, c'est ce que nous sommes en train de faire. Sur le lycée de Saint-Jean-Pied-de-Port, par exemple, il y a 60% de produits locaux. 60%. Celui de Pauillac, on doit être à 40%. Dans le Médoc environ. Notre objectif, qui est raisonnable, c'est d'aller à 60% de produits locaux et 20% de produits bio. Ce qu'il faut que nous fassions, et nous avons commencé à le faire, c'est que nous organisions l'agriculture de telle sorte qu'elle puisse fournir, que ce soit les agriculteurs eux-mêmes ou leurs coopératives. Prenez un exemple. On n'a pas de blé en Aquitaine, ou quasiment pas, un peu en Lot-et-Garonne. Donc il faut qu'on travaille avec Poitou-Charentes pour fournir ça. Il y a toute une organisation à mettre en place, et je pense que d'ici 2 ans, effectivement, des assiettes locales. Mais il y a un autre problème à régler aussi dans les lycées, c'est celui de la lutte contre le gaspillage, qui est considérable. On y reviendra. Vous êtes bien sur France 3 Aquitaine, France 3 Limousin, France 3 Poitou-Charentes. Émission spéciale et horaire inhabituelle à 4 jours du second tour de ces régionales pour un grand débat avec les 3 têtes de liste qualifiées pour ce second tour. Alain Rousset, Virginie Calmels et Jacques Colombier pour le Front National. Il nous reste 15 minutes de débat. Et on parle d'environnement à présent avec des associations de défense de la nature qui sont inquiètes pour leur avenir, notamment en Limousin. Vous allez le voir, des associations de terrain qui se demandent aujourd'hui si leur mission, leur financement vont être maintenus après la fusion. Explication de Christophe Baudin et Anthony Borloo. Quand il est question de nature, pour donner un avis, établir un état des lieux, gérer un site, ce sont les associations de défense de l'environnement que l'on va trouver. Car c'est dans ces structures, comme ici à Limousin Nature Environnement, que travaillent les spécialistes de la faune et de la flore. Des associations qui se demandent comment le vent va tourner avec la nouvelle grande région et l'éloignement des élus sur Bordeaux. Ça va être difficile de contacter les centres de décision qui vont maintenant être peut-être pour certains loin de nous. Et puis, du coup, on va avoir des gens qui vont traiter des sujets sur un espace tellement vaste que les spécificités de terrain vont être oubliées. Or, l'environnement, c'est essentiellement une affaire de terrain. Il y a une crainte que l'on perde cette connaissance et que les élus, finalement, ne connaissent plus que les dossiers et ne connaissent plus ce qu'il y a dehors. Les associations avaient l'habitude de travailler avec des élus sur un territoire, un enracinement essentiel pour leur efficacité et qu'elles veulent préserver.
On a mis plus de 20 ans à construire tout ça, parce qu'il ne faut pas croire, c'est pas simple de construire un relationnel, de construire un réseau. Ce que je ne veux pas perdre, c'est mon statut associatif, mon assise citoyenne, les gens qui sont derrière nous, le bénévolat qui est derrière nous. Et ce que je veux garder, c'est ma spécificité territoriale. Jacques Colombier, les associations, on le voit, elles sont inquiètes. Est-ce qu'elles ont des raisons de l'être ? J'entendais cette dame, la présidente d'une association, qui disait oui, le territoire est maintenant tellement grand que les décisions vont venir de Bordeaux et tout. Je crois que c'est le problème, vous me direz, de ces énormes régions. Ben oui, d'autant que vous êtes 3 élus ce soir, 3 candidats, 3 Girondins. Absolument. Ce que j'appelle ces monstres administratifs qui ne correspondent pas à grand-chose. On n'arrive même pas à lui trouver un nom. Vous voyez, oui, c'est pour mais dire, ça va venir. Il n'y a pas une grande cohérence. Est-ce qu'ils ont des raisons d'être inquiets si vous êtes élu, monsieur Non, Colombier? je ne vois pas. À partir du moment où il y aura quand même, j'imagine quand même, une certaine décentralisation, car en effet il y a des palais régionaux à Poitiers et à Limoges, il faudra bien quand même... Vous vouliez supprimer des subventions tout à l'heure à certaines associations. Oui monsieur, les associations communautaristes, nous ne sommes pas dans les associations sur l'environnement là. Hein. Vous avez un exemple par exemple? Donc est-ce que sont ces associations? Vous pouvez nous les citer? Vous voulez des noms? Oui. C'est ça. Non, donnez-nous écoutez, des associations, la mairie de Bordeaux les subventionne, le conseil régional, le conseil général... Vous n'avez pas d'exemple? Madame, mais je peux terminer ma phrase. Allez, je vous demande juste un exemple. Association d'alphabétisation pour les migrants. Tenez, alors je ne sais pas quel est le nom ou le sigle de l'association, qu'importe. Ou les associations qui dépendent pour beaucoup de la politique de la ville. Nous disons, c'est un choix politique, que je pense à la majorité, du reste, à la majorité des électeurs, quels qu'ils soient, nous disons que l'argent du conseil régional ne doit pas aller aux migrants. Voilà, nous considérons que dans un pays où il y a 6 millions de chômeurs et 8 millions de pauvres, je parle de chiffres officiels, évidemment, il vaut mieux s'occuper d'abord des nôtres avant les autres. Est-ce qu'il doit aller au planning familial, l'argent de la région? Écoutez, moi je pense que le planning familial est arrosé de subventions de toutes les collectivités. Donc vous la retireriez si vous étiez élu? Écoutez, je pense que je la réduirais assez fortement. Mais vous ne la retirez pas totalement? Je ne sais pas, monsieur. Ce qui change un peu de ce qui se passe dans certains territoires, visiblement. Selon les collectivités. Je vous parle philosophiquement. Je pense que je réduirais en effet assez fortement la subvention du conseil régional. Virginie Calmel, ces associations communautaristes, c'est comme ça que les qualifie Jacques Colombier. Voilà, l'immigration, c'est un problème pour la région? Je crois que ça n'a rien à voir avec le petit reportage et l'association. Non, mais les inquiétudes de certains animateurs d'associations sont là. Vous êtes en train de me parler du projet de monsieur Colombier qui n'est pas le mien en la matière. Donc moi, quelle est votre politique pour les associations? Je n'ai pas baissé les crédits à aucune association culturelle. Et là, en l'occurrence, sur l'environnement, moi, ce que j'ai entendu de ce petit reportage, c'est cette peur de l'éloignement. Et je vous y ai répondu en début d'émission en vous disant que j'étais la seule à proposer une vraie décentralisation dans la gouvernance même de cette région pour que justement les élus qui ont été choisis à la fois sur leurs compétences, vous savez, moi j'ai beaucoup d'agriculteurs, beaucoup de socioprofessionnels sur mes listes, soient à la fois dans une compétence, et notamment pour parler à des personnes qui sont notamment dans le domaine, par exemple, du développement durable, qui est un sujet très important, qui est aussi présent dans notre projet. Ça veut dire un premier vice-président ou une première vice-présidente d'une autre région, par exemple, dans votre organigramme? Et compétent. On peut savoir si vous êtes élu. Non, mais aujourd'hui, on n'a pas décidé les affectations. Vous savez, moi, je ne fais pas comme beaucoup à donner des postes avant que les échéances ne soient jouées. En l'occurrence, nous avons voulu privilégier la compétence des élus et leur attachement au territoire. Et ce qui est certain, pour les rassurer, c'est que dans ces domaines qui sont des domaines effectivement de proximité et de compétences, nous aurons les élus qu'il faut, notamment dans le développement durable, dans l'environnement et dans la proximité en Limousin. Parfaitement, parce que nous avons des élus qui sont totalement à même demain d'avoir une place importante dans le conseil régional. Il y a des élus de tous les départements, je me permets de le dire, donc il n'y a pas de raison, qui sont quand même attachés à leur territoire, qui habitent dans leur territoire. Mais les Limousins ne seront que 24 sur 183 par exemple. Et 4 représentants pour la Creuse. Qu'il y ait quand même une égalité de traitement sur tous les départements. 4 représentants pour la Creuse, 46 pour la Gironde. Alain Rousset, d'entendre Jacques Colombier parler de ces associations dites communautaristes, ça vous inquiète? Parce que Jacques Colombier vise un groupe d'une trentaine d'élus au conseil régional, sans doute. Il pourrait avoir une trentaine d'élus. Est-ce que ça pourrait avoir une influence sur une assemblée régionale nouvellement élue? Le discours de Jacques Colombier, il vous inquiète? Au conseil régional,
ne m'inquiète Ah oui, vous pas avez parce qu'il n'aura siégé pas, longtemps ensemble. la majorité. Mais le Front National ne vous inquiète pas dans ses propos. Revenons, si, il m'inquiète, on est en Oui, totale c'est opposition. épouvantable. Et c'est pas moi qui ai fait le discours de Rochefort où je suis allé moissonner sur les terres du Front National et sur le fond et sur la forme, comme l'a fait Nicolas Sarkozy et Mme Kelmels hier soir. Vous savez, un des grands événements de cette campagne, c'est quand même Mme Kelmels qui change de camp. Je passe de Juppé à Sarkozy. Non, rassurez-vous, mais je voudrais revenir. Et Nicolas Sarkozy sont toujours à mes côtés. Ils étaient même ensemble à Limoges. C'est plus que du grand écart. Hier soir, Alain Juppé ne pouvait pas être parmi nous, mais il sera là ce soir. Je voudrais revenir, à Limoges, d'ailleurs. Je voudrais revenir au questionnement. On connaît la position de Jacques Colombier du Front National sur le mouvement associatif. Madame Kelmels avait cette même position au début de la campagne. Il y a trop de subventions aux associations. Je n'ai jamais dit ça. Il faudra faire le tri. Et on peut le retrouver facilement. J'ai dit qu'effectivement. Il faudra le retrouver. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. 35 pages. Laissez-moi terminer. Je voudrais aussi, Madame Kelmels, que vous réfléchissiez à ceci. Vous avez dit tout à l'heure que le directeur général des services de la région gagnait 640 000 euros par an. J'ai jamais dit ça, monsieur. Il gagne 148 000. Non, il gagne. Voilà. Mais donc réfléchissez à ça. Mais monsieur Rousset, et vous verrez. Vous accusez sans arrêt ma personne de mentir, mais je n'ai pas dit ça. On ne va pas revenir à un débat qui a eu lieu il y a près d'une heure. Mais vous n'avez pas bien entendu. 695 000 euros, c'est le montant cumulé sur 6 ans, sur la mandature du surcroît. Je l'ai dit tout à l'heure. Non, là, ça devient très technique, s'il vous plaît. Non, ça devient très technique. Non, on ne revient plus sur ce débat. Non, sur l'inquiétude dans les autres territoires vis-à-vis, s'il vous plaît, sur l'inquiétude dans les autres territoires, quelles propositions, quels signaux envoyez-vous? C'est vraiment. 186 000 euros. Monsieur Rousset, est-ce que votre premier vice-président sera limousin ou picto-charentais? Que nous avons là pour la première fois. Vous m'avez demandé, monsieur Rousset, combien il gagnait. Je vous ai répondu. Mais ça se réglera en justice s'il le faut. Mais non, les choses sont dites. Attaque un fonctionnaire qui ne peut pas répondre devant elle. Il nous reste 5 minutes. Il nous reste 5 minutes. Monsieur Rousset, sur les associations environnementales. Bien sûr qu'on va les accompagner parce qu'elles sont importantes. D'ailleurs, si on a fait l'alliance avec les Verts, vous vous doutez bien que les Verts ne seraient jamais venus s'il n'y avait pas ce soutien. J'ajoute que nous avons mis en place une agence de protection de la biodiversité, ou sur la biodiversité. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui disent on est trop loin de Bordeaux? Quel signal allez-vous leur envoyer? Vous avez déjà un vice-président, par exemple, qui est... D'abord, nous avons d'une première vice-présidente qui serait Nathalie Delcoulder-Juillard, qui est maire de Bord-les-Orgues et proche de François Hollande. Vous confirmez? Je ne vais pas... Mais non, mais je ne vais pas... Attendez, je ne distribue pas les postes devant vous. Vous pouvez travailler avec eux. Ça se discute, mais je travaillerai avec elle, avec la maire de Bord-les-Orgues. Elle sera peut-être vice-présidente. Comment voulez-vous qu'on puisse... Allez-y, terminez. C'est pas très sympa. C'est pas très sympa. Sur la biodiversité, on ne peut que s'appuyer sur les espaces naturels sensibles, sur les parcs naturels régionaux, sur toutes les structures qui existent et qui sont animées par le tissu associatif et confortées par le monde de l'université. L'université, vous le savez, est pour l'Aquitaine, avec la recherche, sa priorité. Nous y mettons 10% du budget. Et nous avons d'ailleurs des résultats en termes d'attractivité, plus 11 000 étudiants, une attractivité industrielle extraordinaire. Nous avons le rapport Le Treut, c'est-à-dire un climatologue qui a réfléchi à cela, mais à l'évidence, il y aura dans chaque territoire et des équipes mobiles de la région qui viendront pour accompagner les territoires et des élus référents. Merci Alain Rousset. Il nous reste 3 minutes pour conclure et vous allez chacun conclure, chacun à votre tour. Virginie Kelmels, une fois n'est pas coutume, mais vous êtes un peu en retard. Le tirage au sort a indiqué que c'est d'ailleurs vous qui concluez ce débat. Écoutez, simplement, je voudrais dire à tous les citoyens que ce que nous préconisons pour cette grande région demain, c'est d'abord une vision. Je crois qu'il faut se tourner vers l'avenir. On ne pourra pas gérer cette grande région demain comme elles ont été gérées dans le passé, déjà parce qu'il y a une fusion, et puis parce que le contexte économique fait qu'il va falloir savoir faire des économies, sinon ça coûtera plus cher aux citoyens. Le taux de chômage en Aquitaine fait que je ne crois pas qu'on puisse parler d'un modèle aquitain. On a vu ce soir que, par exemple, sur
la taxe sur les produits pétroliers. Ce qui est fait en Poitou-Charentes est plus vertueux que ce qui est fait en Aquitaine. Je dirais que sur la gestion des ressources humaines, notamment du Conseil régional, ce qui est fait en Limousin est nettement supérieur à ce qui est fait en Aquitaine. Je crois que nous apportons un projet qui est concret, qui est financé. Il y a des économies, il y a des réallocations. Nous augmentons les services publics de 600 millions d'euros. C'est donc plus de services publics avec moins d'argent. Moi, mon obsession, c'est les résultats. C'est pas de me maintenir au pouvoir. Merci. Monsieur Colombier, vous avez 30 secondes pour conclure. Oui, écoutez, moi je dirais aux électeurs qu'ils ont fait le choix lors du premier tour, un choix important et conséquent pour le Front National. Ce vote qui a correspondu à une vague bleu marine est un vote, d'abord c'est un succès historique, mais c'est surtout un vote d'espoir, un vote de changement. La preuve, les uns sont écœurés par la politique en général et les autres se tournent vers le Front National. Donc les abstentionnistes doivent à nouveau se mobiliser. Mes concurrents représentent deux vieux partis, assez usés, à bout de souffle, qui sont les partis de l'échec. Madame Calmel m'attaque devant les tribunaux parce que j'ose dire que la municipalité... Il nous reste 1 minute 20 et Monsieur Rousset doit parler. La municipalité avait soutenu un projet de quartier islamique. Monsieur Sarkozy aujourd'hui, ce qui fait que j'appelle du reste, vous préférez la reine judiciaire au débat démocratique. J'appelle donc moi tous les électeurs à soutenir la liste Front National que je conduis. Merci Monsieur Colombier. Et surtout, quand on voit Monsieur Sarkozy avec ses contorsions électoralistes... C'est fini. Merci. Monsieur Rousset, écoutez, on a assisté à un débat incroyable pendant ces élections avec une marchande d'illusions dont le projet d'ailleurs a été analysé par des organismes totalement indépendants. Il y a un bureau d'études libéral qui dit en fait elle a un déficit de près de 100 millions d'euros tous les ans. L'Association nationale des apprentis qui dit le projet Alain Rousset plus développeur pour l'apprentissage. Vox qui est un bureau d'analyse pour les entreprises, ce qui se passe en Aquitaine a maintenu les emplois industriels. Non, je crois qu'il faut aimer cette région. Très bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Alain Rousset, merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Merci aux rédactions, aux équipes techniques de France 3 Aquitaine, France 3 Limousin, France 3 Poitou-Charentes. Cette émission sera rediffusée puis mise en ligne sur nos sites internet. Ne manquez pas dimanche la grande soirée du second tour dès 20h15. Merci de votre fidélité.